Le code. Joker, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, très bien. Je suis content qu'on puisse se voir dans ces conditions particulières. C'est ton deuxième album sorti en 2020. Ouais. C'est la première fois que tu sors deux albums. Alors, tu as déjà sorti des rééditions, etc., où il y avait finalement beaucoup de titres, mais qu'est-ce qui explique cette productivité en 2020? Ce qui explique cette productivité, c'est le confinement. J'ai la chance d'être de la dictature et le Wood. Ouais. Et le Wood, on a des locaux, des gros locaux avec plusieurs studios. C'est-à-dire, je pouvais être confiné là-bas pendant. C'est ce que je vois dans les stories, là où il y a plein de gens. C'est tout le temps la fête, j'ai l'impression. Tout le temps la fête, ouais, okay. Tout le temps la fête. Et j'ai mon studio dedans, j'ai mes brosses à dents, j'ai tout, il y a tout, j'ai tout. Et je suis resté là-bas. Je suis resté longtemps là-bas, entre chez moi et là-bas, avec mon fils, etc. Et j'enregistrais. J'ai beaucoup bossé avec mes déliés. Okay. Avec Thomas André, comme d'habitude, depuis mes 15 ans. Avec S-Boy, de The H-Click. Webissan, toute l'équipe, on a fait du son. Est-ce que, même si évidemment c'est un truc relou le confinement, est-ce que ça t'a fait du bien artistiquement? Est-ce que t'as peut-être, je sais pas, trouvé d'autres choses? Ça m'a fait du bien artistiquement dans le sens où je suis un artiste qui tourne beaucoup, qui est rarement chez moi. Ouais. Je suis tout le temps en tournée. Là, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de rester plus focus sur le studio et de plus voir mon fils. Et ça m'a fait du bien dans ce sens-là. Ouais, même dans les textes, on va en parler, mais je trouve que ça a changé quelque chose, en tout cas. Beaucoup plus sentimental. Ouais. C'est un projet beaucoup plus sentimental que les autres. Même si je suis un mec qui aime beaucoup exprimer mes sentiments, j'ai pas honte par rapport à ça. Mais celui-là, c'était vraiment, je suis un mec qui vit seul. C'est-à-dire, j'étais vraiment face à moi, un jour sur deux face à mon fils, et ça a développé beaucoup de choses en moi que je connaissais pas avant. Avant de parler de cet album-là, mais donc tu as sorti un premier album cette année, Joe Chirac, pendant le confinement. T'es pas le seul, bien sûr, à avoir sorti pendant le confinement, mais toi, c'est vrai que c'est arrivé la première semaine du confinement. Quel bilan tu fais quelques mois après sur cette sortie-là? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça t'a freiné? Enfin, comment tu vois ça un petit peu rétrospectivement? Ça a été dur, mais dans le sens où la vie est dure. C'est-à-dire que souvent on passe des défaites, j'en ai connu beaucoup. J'ai connu beaucoup de défaites, mais je vois pas ça comme une défaite, je vois ça comme une mi-temps. Genre, comme un match. Comme un match où tu perds 1-0 à la mi-temps, quoi. Ouais. Et j'ai vu ça comme un match où je perdais 1-0 à la mi-temps et j'avais besoin de... Puis là, t'as perdu, mais genre, c'est comme si tu joues à 5 contre 11, en fait. Ouais, c'est ça, vraiment... mais c'est pas assez... Mais après, j'aime pas, moi, je suis pas le genre de mec à rejeter la faute sur un tel ou bien sur une épidémie ou quoi que c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que... Et du fait que je sois pas le seul, je pense que j'ai pas le droit de me plaindre. Et avec tout ce que les gens vivent autour de nous, etc., on a quand même la chance de pratiquer un métier qu'on aime. Moi, à 12 ans, si tu m'avais croisé à 12 ans, tu m'aurais demandé qu'est-ce que je vais faire plus tard, je t'aurais dit, ouais, chanteur, rappeur et... Basketteur. Ou basketteur, ouais. Mais très tôt, j'ai su que... Très tôt, j'ai su que ça allait être compliqué pour moi. Et donc ça va, on fait avec. La vie continue. T'as sorti donc cet album-là, Joe Chirac, et là, 6ème République. Ouais. Donc c'est l'album qui arrive. Pourquoi ce titre? Tout bêtement, puis après, on va développer là-dessus, mais pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que pour moi, c'est un changement, je pense qu'artistiquement, entre Jacques Chirac et la 6ème République, il y a quand même une évolution qui est flagrante. Je pense que le confinement, ça m'a fait... Même moi, je m'écoute, je me dis waouh! Et ça n'a rien à voir avec la politique. Je ne vais pas parler de revenus universels, etc. Mais c'est plus... comment dire? Plus... ça montre un changement artistique chez toi, une sorte de rupture. Artistique chez moi, et ça va plus... je vais plus vers la sincérité, en fait. Je vais beaucoup plus vers la sincérité. Je vais tout droit. Je suis un mec qui aime... Je le fais pour ma communauté. Quand je dis que je le fais pour ma communauté, c'est pas histoire de couleur de peau, quoi que. Je le fais pour ma communauté, je le fais pour ma classe sociale. Et pour moi, la 6ème République, c'est ça. C'est
dégainer mon art sur 17 tracks, 16 tracks avec une interlude et te dire que je l'ai fait pour le mien, en fait, que je le fais pour les miens. C'est ça, la 6ème République. Tu dis que c'est pas politique t'es pas un rappeur politique, mais t'es quand même un rappeur engagé. Engagé beaucoup. Et ça, c'est pas nouveau, pour le coup. Mais cette cover-là, si on parle de la cover album, elle est plus engagée que jamais, en tout cas que sur tes projets précédents. Il y a évidemment Assa Traoré dessus. C'est aussi une référence, je crois que la cover, c'est une référence à une photo de l'élection de Chirac de 95. Ça, donc il y a encore un lien avec Chirac. Donc tu dis que c'est pas politique, mais il y a quand même un symbole très fort. Il y a un symbole fort parce que je suis quand même une voix. Genre, je suis un mec qui est de Cité Chevaleret, bâtiment 5, et j'ai la chance qu'on puisse m'entendre. Je suis souvent entouré de gens qui ont des convictions, qui ont des choses à dire, moi aussi. Et si je peux être, entre guillemets, le porte-parole de ces gens-là, j'y vais. Et je sais que beaucoup d'artistes ont peur de prendre des positions. Tu vois, j'ai référence en référence dans ma tête Michael Jordan, avec les Républicains, etc. Tu vois, et c'est un truc qui suit beaucoup d'artistes. Mais moi, je vais dans le sens où j'y vais à la rockstar. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. C'est-à-dire, je prends position, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Si t'es contre moi, j'en ai rien à foutre. Si t'es avec moi, je vais t'aimer. Et c'est ça. Moi, je demande pas l'amour de tout le monde. J'en ai rien à foutre que tout le monde m'aime. T'as compris que c'était impossible, ça. C'est impossible. Mais il y en a quand même qui vivent dans ce déni-là. Mais il faut quand même y aller. Quand t'as quelque chose à dire, tu le dis. Et que tu veuilles l'entendre ou non, que tu m'aimes ou pas, c'est pas mon problème. Mais moi, je suis là pour apporter de la positivité, tu vois. Je suis pas là. Mes messages, c'est pas des messages de division, c'est pas des messages de trucs, je prône que l'amour. Ça, c'est important. Excuse-moi de te couper parce que justement, c'est la question que je voulais te poser. En fait, je trouve que tu fais beaucoup de constats, surtout sur le début de l'album. Le début, il est un peu plus dur que la suite. Et malgré tout, je te sens jamais abattu. Non, parce que il y a toujours un truc un peu conquérant, en fait. Je suis un Ivoirien, je suis d'origine ivoirienne, je suis un Français d'origine ivoirienne. Il y a une phrase chez nous qui est connue en France. Magic System, ils l'ont popularisé. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et frère, si tu vois, de toute façon, tu me connais quand même depuis que j'ai adolescent et tout. Et si tu vois d'où l'on vient et là où je suis aujourd'hui, je peux que avoir le sourire. Tu vois. Là, si je te ramène 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, et là où je suis aujourd'hui, je peux qu'avoir le sourire. Même si tout n'est pas rose autour de moi, mais c'est quand même une mini-réussite pour les miens, pour ma mère, pour mes frères. Mine de rien, enfin, parce que c'est important de le dire, parce que moi, je te suis depuis longtemps, t'étais en groupe, t'es parti en solo, et être disque d'or, ça a toujours été une ambition, pour le coup, mais c'était pas gagné, en fait. Pas du tout. Donc c'est pas une mini-réussite. Ouais, si, mais c'est pas une fin non plus. Non. C'est pas une fin non plus, l'être humain, il veut toujours plus, et je suis un produit de mon environnement. Moi, j'en veux toujours plus. Disque d'or, je veux un platine. Pas le platine, je veux un diamant. Et ça va par le travail. Et tant que là où je me sens le mieux, je me sens mieux là où il y a du taf à faire. C'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que j'ai été truc. Et tant que j'ai du travail, je suis happy. T'as dit je suis ivoirien, après t'as dit je suis un Français d'origine ivoirienne. Ouais, si. C'est important, justement, parce que tu parles de la France, tu parles du racisme qui est dans ce pays, des contrôles par les policiers, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites. Le fait d'avoir Assa Traoré aussi en cover, ça raconte forcément quelque chose. Mais malgré tout, t'es français. Tu te sens français. C'est important que tu le précises, ça. Je suis français parce que un mois sur deux, je passe 2 semaines aux États-Unis, on me demande d'où je viens, c'est Paris. Et 3 fois par an, je suis en Côte d'Ivoire. Et on me voit comme un Français. Comme un Français. Et étant un mec qui va souvent en Afrique, je vois l'impact. Je le vois souvent, l'impact qu'a la France là-bas. Et c'est choquant, dans le sens où, en fait, des jeunes comme moi, on est chez nous nulle part. Tu vois, et on est né ici. Ici, on est souvent pointé du doigt. On va là-bas, on est super bien accueillis là-bas. Mais vous n'êtes pas ivoirien. Mais je le suis de cœur, tu vois. Je le suis de cœur. Je suis ivoirien de cœur. Je suis français de cœur. Je suis américain. Je suis palestinien. Je suis iranien.
Je suis tout. Je suis tout. J'ai pas de... Ouais. T'es en France parce que tu vis. Je suis parce que je suis né ici. Ouais. Je suis né ici et se fermer sur un endroit, c'est peut-être pas dit que je vais mourir ici. Peut-être que je vais mourir à Téhéran. Peut-être que je vais mourir à... Ça fait 2 fois que tu parles de l'Iran. J'adore l'Iran. Ouais. Tu y es allé? Et non, pas encore. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'aime la culture iranienne. J'aime beaucoup la culture iranienne. Après, on va parler de musique, mais peut-être un dernier point là-dessus. Mais à un moment, tu parles de l'équipe de France. T'as toujours beaucoup parlé de la cause noire. C'est quelque chose qui est vraiment pas nouveau. C'est important de le dire parce que il y a peut-être des gens qui te voient aussi. Ils ont le droit à travers d'abord les singles et les morceaux qui t'ont fait connaître sont souvent des morceaux sensuels, festifs. Mais il y a toujours eu autre chose dans tes albums. Et là, ils vont voir la cover. Certains peuvent se dire, mais alors que ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été. Même j'ai souvent dû imposer ces idées, par exemple, aux gens avec qui je bosse, qui n'étaient pas forcément un truc, mais si tu veux rouler avec moi, c'est comme ça que ça se passe. Et la plupart des gens qui parlent comme ça, c'est les gens qui ne me connaissent pas, qui n'écoutent pas forcément mes projets. Comme tu as dit, les singles. J'ai déjà fait des singles où je parle de ces causes-là. Et en général, les singles où je parle de ça, c'est pas ceux qui marchent le plus. C'est pas vraiment ce que tout le monde veut entendre. Et même les gens que je représente dans ces morceaux-là, en général, c'est pas forcément eux qui vont l'écouter, tu vois. Par exemple, je vais faire des morceaux sur la cause noire. Les Renois, ils vont préférer écouter du coupé-décalé, des mecs, tu vois, mais moi, je le fais pas... Je le fais vraiment pour qu'on entende ce que j'ai à dire. Mais c'est pas dit que ceux que je vais représenter dans mes morceaux, c'est pas dit qu'ils vont l'écouter. Moi, je me pose une question qui dépasse ton statut personnel, mais ce serait intéressant d'avoir ton avis. Est-ce que tu as l'impression que c'est possible, en France, de devenir populaire en étant un artiste noir, en étant un artiste noir engagé? Il y a noir engagé, peut-être pas, mais engagé, ouais. On a eu des... Il y en a eu. Mais moi, j'ajoute aujourd'hui le paramètre de la couleur de peau qui est important. Et je dis ça parce que je parle même pas uniquement de toi, je parle... Pour un exemple comme Luceno Yakuza, que j'ai reçu ici, qui est une artiste, moi, que je trouve extrêmement talentueuse. Super. On est tous d'accord pour dire ça. Qui a des choses à dire, qu'il dit dans sa musique, aussi en interview. J'en ai déjà parlé même avec elle en privé. Et on sent que c'est plus compliqué, en tout cas en France. Alors, c'est peut-être pas uniquement dû à ça, il y a peut-être d'autres paramètres que j'ai pas en tête. Mais tu vois, on sent que... Parce qu'en France, on a la République avant tout. La République avant tout, mais tu peux être... je pense qu'il faut rentrer dans la tête des gens que tu peux être noir, être pour la cause noire et républicain. Et je pense qu'à vrai dire... Tu peux être pour sans être contre, en fait. Et même, je dirais là même que le truc, c'est quoi? C'est quand à partir d'une personne qui est engagée, c'est une personne qui est républicaine. Parce qu'à vrai dire, si tu t'en bats les couilles, tu restes dans ton coin. Ça veut dire, à vrai dire, on aime tellement ce pays que des fois, ça nous frustre de voir des situations dans lesquelles qui nous montrent qu'on n'est pas les bienvenus, en fait. Ça veut dire que ça va ensemble. Ça va ensemble. Demain, je m'en bats les couilles de la France, et ben, je m'en battrai les couilles que... J'en parlerai pas, qu'il y ait des violences policières, etc. Non, parce que j'estime être né ici. J'aime ce pays, j'ai mes racines ici, tu vois. Et ça me casse les couilles de voir que je suis pas le bienvenu, en fait. C'est à qui j'ai pensé. Pourtant, je sais pas si tu l'as déjà cité peut-être, mais sur le mélange entre l'engagement et en même temps le côté très léger qu'il peut y avoir. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Tupac et je me suis dit, tu sais, qui était souvent un mec qu'on a vu comme plein de paradoxes. À un moment, tu as le point levé. Et ben ouais, je voulais savoir, c'est quoi ton rapport avec Tupac? Est-ce qu'il a tout Mon rapport avec Tupac, c'est que tout comme moi, c'est un mec dans ses musiques, ça parle de Hennessy, de weed, de femmes, mais c'est un homme. C'est un homme, tu te réveilles le matin, tu fais de l'art, tu peux être un artiste et dans la vie courante, être engagé sur plein de choses. Et c'est ce qui me fascine chez ce mec. En termes de, quand on va parler de rapologiquement parlant, je préfère Biggie, mais en humain et tout, vraiment un mec que je peux regarder, écouter ses albums, me renseigner sur sa vie, etc. C'est vraiment Tupac. Et pour moi, c'est the exemple. C'est peut-être le rappeur le plus humain, en fait, parce qu'on l'a vu faire des conneries, on l'a vu être génial, on l'a vu... Et c'est là où, pour moi, l'artiste, il est attachant. C'est qu'il est humain. Quand tu regardes Tupac, t'as l'impression que c'est ton gars. Et on peut tout lui reprocher, mais
dire que c'est un faux, c'est impossible. Tu peux pas dire que c'est un... Et c'est la vie qui l'a changé, tu vois. À la base, Tupac, c'est un militant Black Panther, c'est un militant Black Panther qui milite pour les siens. Et l'environnement dans lequel il a grandi, c'est ce qui a fait de lui le thug life. Le thug life, c'est à la base un message de paix qui s'est transformé en 95 par un message plus gangster. Ouais, tout à fait. Et c'est la continuité de la vie, voir à quel point, en fait, quand tu suis la carrière de Tupac, tu vois à quel point les obstacles de la vie peuvent changer un homme. Et c'est ce que je trouve fascinant chez ce mec. À un moment, dans un couplet, tu cites Lil Boosie et Juicy P. T'as LMC Click. C'est ça. Et c'est cool parce que c'est des rappeurs qui sont moins cités. Alors, Lil Boosie un peu plus quand même, mais Juicy P assez peu. Tu vois, dans le rap français, alors que ça a été super important, notamment, je pense, pour tout le rap du 91 qui pète maintenant, c'est souvent des mecs qui... Tout le rap français. Tout le rap, ouais, t'as raison. Franchement, pour moi, c'est des références, surtout en termes de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de trap, on parle beaucoup de... Aujourd'hui, la drill. Ouais. La drill de Chicago, drill de trucs. Et pour moi, elle est LMC Click, La Comera... il y a eu quoi? Il y a eu LMC Click, La Comera, Taroji. C'est des mecs, c'était des précurseurs dans ce truc. Moi et petit, je m'en souviens quand je traînais à la cité, terme d'embrouille. Et je bicravais en bas de chez moi et tout, c'est ce qu'il y avait dans mes écouteurs. Parce que les mecs, ils me parlaient. Et aujourd'hui, je me dis, moi, ce que je trouve triste, c'est que ces mecs-là, si ils étaient nés peut-être 10 ans plus tard, ils seraient remplis les poches dans le rap. Et c'est la génération sacrifiée pour moi, 2000. Les rappeurs des années 2000. Pour moi, c'est une génération sacrifiée de ouf. Il n'y avait pas le stream, il n'y avait pas les showcases, il n'y avait pas les concerts, c'était un peu compliqué. Il fallait vraiment être un artiste qui passe sur des chaînes câblées, etc. Et pour moi, c'est une génération sacrifiée, mais c'est la génération qui m'a fait aimer le rap français. Parce que je suis un mec qui écoutait que du rap Quinry. Ouais. Et ce qui se rapprochait plus du rap Quinry, c'était eux. C'est eux. C'était eux. Eux et Booba dans un autre registre. Booba, c'était beaucoup plus mainstream. Ouais. Mais en termes de gangsta rap, ouais, c'est clair. En termes de gangsta rap, de dirty south, de trap musique, c'était ces mecs-là. Après, en mec mainstream, un peu mainstream, à l'époque, moi, les mecs qui m'ont amené vers le rap français, il y avait Booba, Mac Taylor. Mac Taylor aussi qui a ramené beaucoup ce délire. Et cette vraie trappe, la vraie trappe des Young Jeezy. Exactement. C'est exact. T'as trop raison parce que c'était trap avant qu'on dise trap en France. C'est ça. Alors c'est déjà la trappe là-bas. C'est déjà la trappe. Parce que des fois c'est sans vouloir manquer de respect à Caris, on parle de Hors Noir, premier album trap de rap français. Non, moi je dirais Le Général. 2006, je crois. Ouais, t'as fait. Le Général, album avec So. C'est juste que nous en France, on a commencé à parler trap avec Lex Luger. C'est ça. Alors avec Rick Ross. Alors que la trappe, ça avait déjà 8, 7, tu vois. J'en parlais là avec Ousmane là d'Aubert et il y avait déjà quand même des albums trap de ouf, les albums de T.I., l'album de Young Jeezy, c'était un classique là, Snow, je sais pas quoi. Ouais, Snowman. Meilleur groupe de rap de l'histoire, les bonnes Thug and Harmony, tu vois, c'est toutes ces sonorités pour moi, on est les enfants de ces mecs. Ouais. Et je me dois à chaque fois de leur rendre hommage. Je me dois à chaque fois de répondre présent quand ils m'appellent ces mecs, tu vois. Et je suis beaucoup influencé par la culture américaine et c'est ce giving back qui manque en France. Ces mecs qui nous ont donné l'amour de cette musique, je me sens à chaque fois obligé de les représenter. Comme par hasard, on a pu voir par exemple Arsenic dans le clip Click Like Bang Bang. Je me sens obligé de représenter ces mecs. T'as carrément fait un morceau qui s'appelle Vive Arsenic. Vive Arsenic. Tu parles pas que d'eux. Ouais, non, ouais. Mais c'était c'est encore un gros clin d'œil parce que c'est l'amour que j'ai eu pour cette musique. Il est pas venu, je me suis pas levé un matin et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire du rap. Non, c'est des mecs qui m'ont éduqué sans le savoir. Ils m'ont éduqué artistiquement. Et je me sens obligé de leur rendre avec la petite visibilité que j'ai. Et les mecs, je suis pas venu comme ça un matin et j'ai fait du rap. C'est ces mecs-là qui m'ont truc. Donc, en chanson, en vidéo, à vie, je représenterai ces mecs. Il y a plein de mecs que j'ai pas cités, mais qui m'ont influencé grave dans ma manière d'être, dans ma manière de faire la musique. Il y a juste là, tu viens de dire, ouais, moi, je me sens obligé de répondre présent, etc. Et je trouve qu'à un moment, toi, t'as été... c'est encore le cas, peut-être un petit peu moins. Quand t'es parti en solo, t'as collaboré avec
J'exagère, mais tout le rap français. Parce que les gens t'appelaient beaucoup aussi. Ouais. Tu vois, en rentrant, on parlait d'In Burbigo, t'es sur Grand Cru. Ouais, je me souviens que 2017, c'est l'année où tu pars en solo, t'es partout. C'est l'année où je pars en solo, mais en fait, c'est une année où la plupart des feats qui sortent, c'est des feats que j'ai enregistrés à l'époque où j'étais en groupe. D'accord, ok. Et moi, j'aime la musique. Tu m'as déjà reproché ça, je crois, que je suis pas calculateur, en gros. Ouais. Mais à vrai dire, moi, je pense que c'est pas un calcul à faire. Moi, pour ma part, je suis un mec aujourd'hui, en 2020, j'ai du mal à demander des collaborations. Oui, parce que sur tes albums, c'est très familial. C'est très familial parce que... Alors que t'as rappé avec tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde ne pense pas comme moi, et je peux pas en vouloir aux gens de pas penser comme moi. C'est-à-dire que il y en a pour qui la musique, c'est du business. C'est-à-dire que tu vas vouloir faire un morceau avec eux, ils vont même pas écouter ta manière de faire la musique. Ils vont regarder directement tes chiffres streaming, tes chiffres, etc. Et c'est là, tu peux être le rappeur le plus nul du monde. Hein. Mais si tu fais 10 millions de streams par mois, on va te sucer la bite et tu seras sur tous les plus gros projets. Mais tu peux être le rappeur le plus talentueux de ouf. Si tu fais 100 000 streams par mois, c'est pas bon pour toi. Mais moi, je suis le genre de mec, j'écoute ton son, je kiffe sur Watt, c'est fini. Et on va faire, toi et moi, je vais donner du meilleur de moi pour qu'on fasse une belle musique, tout simplement, parce que je sais qu'elle va rester, cette musique. Peu importe que tu sois connu ou pas connu, une musique, ça reste. C'est-à-dire qu'elle soit le plus belle, que la musique soit la plus belle possible, en fait. Et pour les albums des autres, tu m'appelles, je réponds présent. Tu m'appelles, j'aime ce que tu fais. Même, tu m'appelles, j'aime ce que tu fais, je suis là. Mais moi, pour mes projets, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Genre, franchir le palier de ouais, t'es chaud de faire un son. C'est dur. Là, t'as appelé quelqu'un où j'étais surpris, c'est Sosomanes. Sosomanes, mais ça s'est fait naturellement. C'est la première fois qu'on nous voit ensemble. C'est la première fois qu'on nous voit ensemble, mais on s'est rencontrés La première tournée que j'ai fait de ma vie, c'est la première partie de Niro. Oui, tout à fait. Gros big up avec ton groupe, tu veux dire. Avec mon groupe, exactement, je me souviens très bien de ça. Gros big up à Teddy Corona. Et j'ai rencontré Sosomanes. J'écoutais un morceau de son groupe à l'époque. Tu veux de la bonne, il y en a. Et bam. Et je l'écoutais souvent, le morceau. Et bam, je tombe sur lui. Et à cette époque, mon groupe, il commençait à monter. Et je le vois et tout. Et je lui chante son « Tu veux de la bonne, il y en a ». Comme Tony Montana. Et boum, on parle de Spi. Après, tu connais, dans les loges du concert, à la franchise, je crois, je sais plus, la salle de Marseille. Ouais. Nos chemins se séparent en 2014. 2020, je suis en voiture avec Davidson. Il y a jeunes joueurs qui ont fait le clip Click Clack Bang Bang. Il y a Thibaut qui m'appelle. Je réponds, je me dis, ouais, il va sûrement me demander un truc. Oh, allô, ouais, c'est Soso. Ça va ou quoi? Or, le mec, 2 jours avant, je vois sur Internet, il y a son son Sosomanes qui comme pète et tout. Ouais. Et il m'appelle. Il me dit, ouais, tu te rappelles de... Merci pour ce que tu m'as dit en 2014, etc. Franchement, lourd et tout. Il se souvient de ce moment-là. Ouais. Lourd, tout ça. Moi, j'étais flatté de ouf. 2-3 jours après, je l'appelle. Je lui dis, Joe, t'es chaud de faire un son? Je lui envoie le truc. Il kiffe. 2 jours après, je suis avec S-Boy Davidson, on va à Marseille. Et Belay. On va à Marseille, on enregistre le track et il tue. Et ça s'est fait, comme je t'ai dit, naturellement. Et je peux que tu vois, c'est ce genre d'attitude que je kiffe. Il aurait très bien pu ne pas s'en souvenir. Il aurait très bien pu s'en souvenir et s'en battre les couilles. Et ce mec, de toute façon, on a juste à le voir pour le comprendre, c'est un mec super humain. Et le fait qu'il m'appelle pour me rappeler de ça, alors qu'il a... Ça m'a touché. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Et voilà, on a fait un son de ouf. T'as fait, ouais, il est étonnant, il est différent. Et t'as fait des featuring avec beaucoup de gens. C'est une question compliquée, mais si tu devais garder une seule collab, outre que tes proches, je sais que Chiche, évidemment, t'adores rapper avec lui, mais quelqu'un avec qui, je sais pas, vous avez réussi à faire un truc mortel. Laylo, ça compte comme proche? Laylo, ça fait quand même beaucoup de morceaux maintenant, mais on peut parler de Laylo si tu veux. Ouais, c'est vrai que Laylo, il y a une vraie alchimie qui s'est créée entre vous pour le coup. Laylo, fait quand même des années. C'est un frère même, carrément. Ouais. Genre, on bosse dans le même studio avec Thomas. Ok. Quand il a enregistré l'album Trinity, moi j'étais sur Jacques Chirac, même ses albums précédents.
Moi, mes projets précédents, du genre, Thomas, c'est un mec il bosse qu'avec nous, en général. À l'époque, il faisait la MZ. Et là, après, il est Joker, il est Halo. Et genre, quand les Halo, il finit à 18h, j'arrive à 18h, on discute 1 heure. Et genre, ça se passe toujours comme ça. Et après, et c'est pour ça que ça se fait super naturellement et que je pense que les gens ressentent cette alchimie. On s'est déjà vu chez ma mère, on a déjà mangé du foutou. Ah ouais, ça veut dire que c'est ton frère, ça. Ouais, non, c'est vraiment un mec, et toute l'équipe, Solal, Nabil, c'est vraiment Osman, c'est vraiment des mecs, ça fait quand même des années quand même. Ça fait quand même des années qu'on se connaît et je les aime vraiment. Je l'aime vraiment. Quand tu vois le succès de Trinity, ouais. Sachant que tu le suis depuis longtemps et que ça a été, ça n'a pas été laborieux, pas du tout, parce qu'en fait, il a juste créé sa fanbase au fur et à mesure. Et tu sais que c'est un mec, déjà, lui, il parle pas beaucoup, mais déjà, je vais parler pour lui, c'est un mec super dans son coin. Ça veut dire quand il a enregistré Trinity, je me souviens, je lui ai dit, ah, poto, ça c'est chaud ce que tu fais. Ça va péter, mec. Il me disait, ah ouais. J'entendais les morceaux. Genre, je me disais, mec, c'est très. Mec, il y a un truc là. Et. Ils ne rendaient pas forcément compte. Non, et c'est humain. C'est quand toi, t'es un artiste, tu fais ton truc, quoi, tu vois. Et franchement, si. C'est vraiment le mec que j'ai côtoyé, et que. Sa réussite, c'est la mienne. J'aime trop. Partout où je vais, c'est. Et depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps, moi, je me souviens que. Franchement, de voir un mec que tu côtoies et ton voisin, une semaine avant, il ne le connaissait pas, et après, c'est lui qui vient de parler de lui comme si. C'est lui qui te le fait découvrir. Il n'y a rien de plus bandant. Il n'y a rien de plus bandant que ça. Et c'est ce style de rap. C'est parce qu'il y a les Halo et puis il y en a d'autres, dans le sens où que je connais pas, mais que c'est. Tu sens qu'il y a quand même une ouverture dans la chanson française. Ouais. Parce que il y a 1 an de ça, c'était compliqué. Tout à fait. C'était compliqué. C'est-à-dire que tu te sens qu'il y a quand même une certaine ouverture dans la chanson française et ça fait super plaisir. Est-ce que l'énergie du groupe, je parle pas de la MZ, t'en as déjà parlé externe, mais est-ce que l'énergie du groupe, ça te manque? Il n'y a jamais vraiment eu d'énergie de groupe avec moi. Énergie de groupe, c'est-à-dire c'est-à-dire, tu sais, d'être avec 2 autres personnes, et justement, à l'époque, c'était ça, la MZ, vous étiez 3, donc de créer des morceaux à plusieurs. On ne crée pas les morceaux à plusieurs. C'est là où, c'est là où certaines... Où j'en ai déjà parlé une fois, et certaines personnes m'ont taxé d'arrogant, etc. Mais c'est vrai. Et genre, c'est sans leur manquer de respect, quoi. Genre, on se retrouve au studio, par exemple, un des autres, il va faire un refrain, et on va arriver au studio et je vais venir, je vais faire mon couplet, on va m'expliquer comment c'est, etc. Et je vais faire mon couplet. Okay. Ça veut dire que ce truc de bosser en groupe, etc., je connais très bien. Tu l'as pas vraiment connu? Ça a dû, genre, sur 100 morceaux, ça a dû se faire 2 fois. Ça a dû se faire 2 fois et les morceaux où ça s'est fait, tu le ressens. Parce que, genre, cite-moi un couplet de la MZ où il y a des passe-passe. Et Dieu sait que c'est, pour moi, le meilleur groupe de l'histoire du rap français. Mais... Tu trouves? Ouais. Comme les Bone Thugs. Ouais. Non, je vais pas cracher sur ce qu'on a fait, tu vois. Franchement, il faut pas. C'est Davidson, le boulot qu'il a effectué sur ce groupe-là, c'est vraiment chaud. C'était des rappeurs super chauds. Tu vois, je le renirai jamais. Mais cette alchimie de groupe, en mode travailler, faire de la musique. Je sais pas, cite-moi un morceau de la MZ, je vais t'expliquer comment ça se passait, tu vois. T'en as un en tête? Un noir, tu as un autre noir où vous reprenez les sages-peaux, mais ça. Un noir, tu as un autre noir, on reprend les sages-peaux, ben, je fais le refrain, je fais le truc, et les mecs, faites vos couplets, tu vois. Okay. Comme d'autres morceaux qu'eux ont ramenés, ils font le refrain, et ils donnent la direction, et on vient, on fait nos trucs. Il n'y a pas un mec qui va dire non, t'as dit ça, t'as truc, non. Et c'est pour ça qu'on allait vite beaucoup. Moi, c'est vrai que vous étiez très productif. Ouais, on était productif. Et moi, j'ai toujours eu soif de boulot. J'ai toujours travaillé comme ça, à la Tupac. Allez, on y va. Et ça se faisait comme ça. C'est, par exemple, des morceaux comme Lune de Fiel. Premier tube. Le premier tube, ben, je l'ai écrit avec Slim, un mec de mon quartier qui est chauffeur Uber aujourd'hui.
On était dans la cage d'escalier un 25 décembre. Enfin, je l'ai écrit avec lui. Il était avec moi, quoi. On fumait comme des oufs. Et j'ai reçu la prod et le refrain, il est venu instinctivement. Et je le chantais au quartier. Avant que 3 mois avant que le morceau sorte, les gens au quartier le connaissaient par cœur. Et ça s'est fait comme ça. Si demain, si je l'avais écrit avec un membre du groupe ou quelqu'un, je te l'aurais dit, tu vois. Mais c'est sans être arrogant, sans même nier l'implication qu'ils ont eu dans le groupe. Oui, t'as dit qu'il y avait même des morceaux qu'eux ont ramenés. Il y a eu des morceaux qu'ils ont ramenés, tu vois. Mais il faut... En fait, la MZ est simple. La personne que tu entends au refrain, c'est la personne qui a ramené le morceau. Il n'y avait pas vraiment de... Après, je ne vais pas te dire que dans la vie de tous les jours, on ne se calculait pas. Non, c'est faux. Mais en termes d'artistique, c'est pas un groupe où on se posait ensemble pour écrire des morceaux. T'as toujours chanté. Ouais. T'as même pris des cours de chant, etc. Ouais. Je sais pas si c'est encore le cas. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois des chants qui sonnent très rap, parfois des chants qui vont sonner assez chansons françaises, et parfois des chants qui vont sonner aussi assez R&B Ouais. dans ta musique. À un moment, sur un morceau, tu cites Taiki, qui est un peu là, enfin, voilà, qui a un gros buzz, etc. Une tête du R&B français aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement, t'as dit un truc, tu viens de dire un truc mortel, tu fais R&B français. C'est un truc qui était vrai années 2000, Matthew Stone, Kaina Samet, Wallen, etc., qu'on a un peu perdu, notamment peut-être avec l'arrivée de l'autotune, où justement les rappeurs... Et là, peut-être qu'il y a un retour. Est-ce que tu vois ce truc-là? Il y a des trucs, des mecs qui arrivent, ils ont des voix. Je pense à lui. C'est ça qui manquait, en fait. Ouais. Je pense à lui, je pense à Hiro. Il y a des mecs qui arrivent et qui ont des vraies voix. Tu sais que les mecs qui chantent, autotune ou pas, ils vont quand même te mettre d'accord. Comme T-Pain. En fait, on l'a avec l'autotune, mais en vrai, il a une super voix. Sans l'autotune, il a une super voix. Et même en termes de sonorité, quoique je suis pas un mec qui est... Je vais pas te mentir, je suis pas un mec qui est... On va être franc, j'écoute pas. Taiki, vraiment, vraiment. Et des fois, tu vas être amené à être avec des gens qui écoutent, et tu peux pas nier le talent que ces artistes ont. Et quand un artiste, il est talentueux comme ça, moi... Ça se trouve, j'ai écrit le morceau, il y a 10 minutes, j'étais avec une nana qui l'écoutait, et vas-y, il était là. Bam. Mais tu vois un peu ce retour, je vois ce retour et ça fait super plaisir. Ça ouvre notre art. Ça ouvre notre art et ça revient à, comme tu dis, à une certaine époque où les meufs étaient au refrain. Tu vois, où on mettait des meufs au refrain, où tu avais par exemple tu m'as dit des Matthew Stone, des Humphrey, des mecs qui n'existent plus aujourd'hui. Et ces mecs-là, ils reviennent des Singila, ils reviennent en porte-drapeau de ces mecs-là. C'est les enfants de ces mecs-là. Il y a une émission que j'avais avec A2H il y a quelques temps, avec qui tu as collaboré d'ailleurs. Encore un avec qui tu as collaboré. Ouais. Et il me disait un truc et moi je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas ce que tu en penses, parce que toi tu chantes aussi beaucoup. C'est que souvent, la chanson était plus impactante que le rap, parce que tu as moins de mots, mais tu vises plus juste. Alors que c'est dans un morceau de rap, 3 couplets, enfin 2 maintenant, mais il peut y avoir un peu de remplissage, et souvent une chanson... Toi, la mélodie des quartiers pauvres, pour le coup, qui est une chanson, ça reste peut-être un de tes morceaux encore le plus impactant, en tout cas aujourd'hui. Et voilà, je sais pas ce que tu penses là sur parfois l'économie de mots, mais moi, j'aime pas pour qu'il y ait beaucoup de mots. Ouais, c'est vrai. Il y a pas beaucoup, même dans mes textes de rap, il y a pas beaucoup de mots. Genre, j'ai en tête le refrain de « Ce soir, je sors. J'ai trop pleuré pour toi. Voilà pourquoi ce soir, je sors avec mes gars. » Et c'est moins il y a de mots dans une musique, mieux je me porte, même de les musiques que j'écoute. Moins il y a de mots, et mieux je me porte. Quand il y a trop de remplissage. T'as jamais aimé, en fait, et ça c'est intéressant, parce que même dans ce que tu cites, finalement, le rap que t'as préféré, c'est souvent le rap assez mélodieux, le rap du Sud, le rap de Californie. Il n'y a pas beaucoup de mots. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de mots. Tout à l'heure, on parlait des Young Jeezy, il n'y a pas beaucoup de mots. Les mecs, même en termes de rap français, les Juicy P, les mecs du 9-1, ça débitait, mais il n'y avait pas beaucoup de mots, c'était droit. La Comera, il n'y avait pas énormément de mots. C'est droit, le mec, et tu sens que les mecs, ils parlent avec leur cœur, qu'il n'y a pas de recherche. Ils ne recherchent pas forcément... ils n'ouvrent pas des dictionnaires pour te dire ce qu'ils ont à te dire, tu vois. Et c'est ce que je trouve super chaud. Grosso modo, sans manquer de respect, t'es plus tout simplement noir que IAM, quoi. Exactement. T'es plus dans ce genre d'ambiance. Exactement. Pourtant, je sais que je kiffe IAM, je kiffe. Évidemment. Je kiffe, mais ouais, je suis plus tout simplement noir que Parano Refrain. Je suis plus Parano Refrain que Shuriken. Et pour moi, c'est ça la musique. James Brown, il n'y a pas beaucoup de mots. Michael Jackson, il n'y a pas beaucoup de mots. Et même en rap français, aujourd'hui, il y a de moins en moins de mots. Il y a de moins en moins de mots, ce qui fait PNL. Tu vois, l'exemple type. Et c'est ce qui fait que on respire.
Et du fait que la musique respire, elle se propage plus facilement. Parce que t'as plus de facilité à la chanter, t'as plus de facilité même à l'écouter, t'as plus de facilité à la partager, à vouloir la faire. Par exemple, demain, je vais faire écouter un mec qui débite de ouf à ma daronne. Elle va peut-être kiffer, mais par exemple, demain, je vais lui faire écouter du PNL, elle va tout capter. Mais malgré ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais elle va tout capter. Parce que la musique respire. Et tu sens que c'est des musiques qui sont faites avec le cœur. Les musiques qui respirent comme ça. Je kiffe. T'as mentionné Ce soir je sors, une ambiance 80s. C'est pas nouveau. Las Vegas aussi. Ouais. Est-ce que c'est une décennie, je sais pas, dont l'ambiance, les films, la musique t'inspirent? Je trouve qu'il y a parfois dans certains de tes morceaux un peu marquants, un truc assez années 80. Je sais pas si je kiffe la musique des années 80. Okay. Je kiffe la musique des années 80, que ce soit la musique américaine des années 80, la chanson française des années 80, la musique ivoirienne des années 80, 90, même 70. Je suis un grand fan de cette époque. J'aurais aimé vivre à cette époque, avant les réseaux sociaux. Ouais. Hein, avant les réseaux sociaux, j'aurais pu me balader en caleçon dans la rue et personne te snap. C'est vrai que tu sais que je disais ça, mais en fait, Gainsbourg, tout le monde savait où il habitait dans Paris, par exemple. Mais Claude François, tout le monde savait où est-ce qu'il habitait, et j'aurais aimé vivre à cette époque. Mais ça se ressent dans mes chansons. Des fois, j'aime bien. Je suis un mec, je me cultive beaucoup. Je regarde beaucoup de documentaires, etc. Et franchement, s'il y a une époque que j'aimerais vivre et tout, c'est les 70s, les 80s. Franchement, j'aurais bien aimé. Peut-être une dernière question. Parler du plus beau featuring de l'album. La dictatrice. Ouais, de ouf. C'est, voilà, comment... Elle rappe, vraiment. Elle rappe. Non, elle est née dans le rap. Attention. Elle est née dans le rap. CMB, Chevalerie Mafia Brothers, elle est née dans le rap. Ah ouais, non. CMB, ouais. CMB, c'est la dictature, c'est une école. Elle est née dedans. Elle est née pile au moment. Elle est née au moment où les choses ont changé. C'est elle qui nous a donné l'espoir. On peut le dire, c'est la fille de Davidson. La fille de Davidson. C'est elle qui nous a donné l'espoir. C'est elle qui nous a donné l'espoir et c'est légitime. Ça veut dire que quand elle est venue au monde, ça vous a mis un coup de boost, c'est pour elle que vous l'avez fait, limite, parce que là, vous avez vous avez tous une enfance sur... C'est ça, de ouf. C'est ça. Et elle est née dedans, c'est-à-dire même... c'est moi qui l'ai enregistrée. J'étais son ingé son. Et c'était super facile. J'ai bossé avec... Tu t'as écrit. C'est toi qui lui as écrit. Ouais, mais... Ouais. J'espère qu'elle m'en voudra pas. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Non, mais dans le sens où j'ai bossé avec des mecs... Moi, je suis un mec qui va super vite, j'écris pas. Ouais. C'est-à-dire, je rentre dans la cabine, bam, bam. J'ai bossé avec des mecs... Bam, bam. 50 Nancy, que vous reprenez avec le Juice. Tout est lié. Et elle est restée... On l'a fait en 30 minutes. Genre, sans te mentir. Tu connais le rap. Il y a des mecs pour faire un couplet, c'est un après-midi. Non mais sérieux, c'est-à-dire il y avait même pas besoin de, j'ai même pas besoin de lui expliquer ce que c'est qu'un temps, j'ai même pas besoin de lui expliquer ce que les intonations. Vas-y tiens, le texte c'est ça, on le répète quand même. Et vas-y on y va. Et tu captes même quand elle fait ses ambiances, c'est que avec du recul, un jour après j'ai écouté le morceau, je me suis dit ah ouais, en fait elle est née dedans pour de vrai. Elle est vraiment née dans le bâtiment 5. Elle est née vraiment dans le bâtiment où... Dans Paris Sud, franchement, le bâtiment 5, c'est... En rap français, le 5 rue du Chevaleret, c'est un monument. Non, mais sérieusement, c'est pas pour... Le 5 rue du Chevaleret, c'est CMB. CMB, la dictature. Et elle est née là. Et là, mon fils, il est là. Comment tu le prendrais si tes enfants rappent? Je le prendrais bien. Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a laissé faire tout ce que je voulais. Mais quand je dis tout ce que je voulais, c'est vraiment tout. Même de moi, si j'avais voulu faire danseur de ballet, elle m'aurait soutenu, tu vois. Et non, je soutiens. Mais après, attention à ce que tu racontes. On fait beaucoup attention à ce qu'on raconte. Moi, par exemple, étant petit... mes premiers textes de rap, je me mettais à dire des trucs, t'arrives à la cité, il y a des grands comme Chiche, te mettent une baffe derrière la tête, qu'est-ce que tu racontes là? Et tu vois, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec le rap français aussi, tout à l'heure. J'entends beaucoup de conneries. Je dis des conneries, moi, des fois. Mais j'ai le droit de les dire. Parce que je le vis, ce truc.
En fait, nous, c'est ça, notre manière de fonctionner. Si tu ne vis pas ce que tu racontes, dis autre chose. Raconte ta vraie vie, tu vois. Et si mon fils, demain, il veut rapper, et que, par la grâce, son père, il a réussi, Joe, si tu veux raconter des conneries, ah non, c'est mort. C'est pas ici. C'est pas CMB. Tu vois. Et c'est... Non, je le pousserais. Moi, j'aimerais bien qu'il soit sportif. J'aimerais bien que ce soit un sportif n'importe quel sport. Je préfère que ce soit un sportif de haut niveau qu'un artiste. Une dernière question, tu as dit si par la grâce il a réussi. Et en fait, alors, je capte ce que tu veux dire et t'as toujours été quelqu'un d'ambitieux. Donc évidemment que tu peux aller plus loin que ça. Mais ça se passe bien pour toi. Ça va. Et depuis le début, tu as ce discours-là. Depuis que moi j'ai commencé à t'interviewer, tu as ce discours-là, alors que tu n'étais pas du tout là où tu es aujourd'hui. Tu as toujours eu ce discours de si je réussis un jour. Et à quel moment tu vas considérer que tu as réussi? Je pense qu'on n'a jamais réussi. La réussite, on voit si tu as réussi après ta mort. C'est triste à dire, hein. Mais c'est ça. C'est la vie, c'est... Il y a une phrase de Davidson qui dit « Dans une vie, il y a plusieurs vies ». Et une autre phrase de Davidson qui dit « La vie, c'est Black Mirror ». Ça part en couille à n'importe quel moment. Et on fait le constat, on fait le bilan, calmement, on se remémore à chaque instant. Moi, je pense que le jour où on n'est plus de ce monde, tant que je suis en vie, j'aurais pas encore réussi. J'aurais pas réussi. Personne n'a réussi. On a toujours soif. Donne-moi un litre d'eau. 10 minutes après, je te demande encore un deuxième litre. Tu vois? Et on n'étanchera jamais notre soif en... Et pour moi, ce serait défaitiste. Si demain je vois Kylian Mbappé, il me dira, j'ai réussi le foot, je suis le champion du monde. Non. Lui, il en veut une deuxième, troisième. Il peut en faire 4 même, peut-être. On peut en faire 4. Jeune, hein. C'est-à-dire, non, on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi. Tant qu'on est en vie, tant qu'on se réveille le matin, on a toujours des objectifs. J'espère, en tout cas. Parce que le jour où on n'a pas d'objectif, c'est là où je souhaite à personne, ça. C'est là où la dépression. J'ai connu cette dépression. 2017, j'en ai jamais parlé. Tu vois? Séparation du groupe. Tout le monde me traite de voyou. Tout le monde croit que c'est de ma faute. Or que non. Mais je suis pas le mec qui va se défendre sur les réseaux, quoi qu'est-ce. Et je souhaite ça à personne. La réussite, elle est là. La réussite, elle est après. Là, pour le moment, on travaille. On travaille. On y va. On donne de l'amour le plus possible. C'est tout ce qu'on va rester. C'est tout ce qu'on va laisser. Tout ce qu'on va laisser, c'est de l'amour. Et nous tous qui sommes de cette pièce-là, on est ce chemin-là. On entertain. On donne du courage aux gens de se lever le matin. Tu vois? Quelqu'un qui... Moi, je te dis, je regarde tous les interviews. Tu donnes de l'espoir par rapport aux artistes qui sont à la même place que moi ici. Ils me donnent de l'espoir, mais moi, c'est pas à moi. C'est plus aux petits qui, eux, vont grandir. Tu seras encore là. Et qui donneront de l'espoir encore aux petits. Et c'est de l'amour qu'on donne, c'est de l'amour que tu donnes, c'est de l'amour que nous donnons. Et si c'est ce qu'on peut laisser ici, c'est lourd. Et tout à l'heure, on parlait de la 6ème République. Je suis pas trop politique, tu vois. Mais si je pouvais changer quelque chose par rapport à la 6ème République, ce serait ça. Parce que là, on vit dans la 5ème République. Et tout ce qu'on entend à la télé, etc., c'est que des messages de haine. Tous les jours. Il n'y a jamais un homme politique qui va venir donner un message universel, un message d'amour. Et c'est ça, pour moi, le changement de la 5ème à la 6ème République. Qu'on passe de la haine à l'amour. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est parfait de conclure là-dessus. Terrible. Merci beaucoup, Joker. Merci à toi, Musique, toujours. Plaisir, un plaisir. Franchement, ça tue.